Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission des Rendez-vous du Futur en public, ici au Cube, à Issy-les-Moulineaux et en direct et en replay sur les internets. Vous connaissez bien le principe de l'émission, nous interrogeons ensemble, vous et nous, la société qui nous entoure, à travers des regards d'horizons variés. C'est ainsi qu'en quelques années, nous avons pu dialoguer avec des scientifiques, des journalistes, des philosophes, des architectes, un paysagiste, des politiques, des économistes et même un mathématicien. Ces dialogues sont co-animés avec vous derrière votre écran, petits ou gros. Appropriez-vous le hashtag RDVF. Faites entendre ce que vous voyez, faites voir ce que vous entendez, interpellez notre invité. Cette émission est la vôtre. Nous comptons sur vous, comme à chaque fois. Et ce soir, pour sa 30e émission, le Rendez-vous du Futur reçoit un grand monsieur, quelqu'un qui ne peut que comprendre notre ambition de décloisonner les savoirs, de rendre toujours plus accessibles des cultures et des pensées parfois complexes. Auteur, conférencier, théoricien du principe de pair à pair, il vient de sortir Sauver le monde vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer aux éditions des Liens qui libèrent et avec une préface de Bernard Stiegler. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Michel Bauwens. Bonjour, enchanté. Enchanté Michel. Et bien évidemment, vous retrouverez dans cette émission, évidemment, chers internautes, vos rendez-vous habituels comme la résonance avec le précédent invité, Gilles Babinet, le détour sur les réseaux sociaux avec Nicolas Oppenau. C'est lui qui sera ce soir le relais de vos questions, de vos impressions, que ce soit sur le chat, sur le site et sur le hashtag RDVF. Nous retrouverons également l'interview de notre ami Marianne Mario. Nils Aziosmanov, le président du Cube, nous rejoindra pour une nouvelle séquence, la séquence Hyperview. Cette émission est rendue possible grâce au talent conjugué du Cube, de la GD Carré et de Triple C. Elle est réalisée en partenariat avec le Digital Society Forum d'Orange et le soutien technique de 1 air de chat. On est bien, attachez vos ceintures, vous êtes bien. C'est parti pour un voyage d'1 heure. Michel Bauwens, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous poser une question et on va mettre les pieds dans le plat très très rapide. De quoi on parle? C'est quoi le peer-to-peer? C'est surtout une relation entre personnes, mais qui est vraiment particulière. C'est-à-dire que le pair à pair, c'est quand deux personnes peuvent se contacter sans demander la permission d'un tiers, et ils peuvent s'organiser et créer quelque chose ensemble. Donc le pair à pair, c'est une relation avec un tout. Par exemple, si vous êtes un développeur de Linux, vous faites du logiciel libre, vous donnez, mais il n'y a personne qui vous redonne ou qui vous échange tout de suite. Mais c'est le tout qui, en fait, vous redonne ce que vous avez donné. Est-ce qu'on peut, pour ainsi dire, que Facebook est une plateforme de peer-to-peer? On se rencontre? Non, pas selon moi. Parce que, oui, ce qu'il y a, ce qu'on a dit en anglais, le front-end, c'est-à-dire ce qu'on voit, c'est vrai que, d'une façon paradoxale, Facebook permet à 2 milliards de personnes humaines de se connecter, de s'organiser, voire de faire des choses ensemble par leur réseau, par leur plateforme. Tout ce qui est derrière, tout ce qui est caché, est hiérarchique et contrôlé. Et donc, c'est un cas assez particulier, Facebook. Et en deuxième lieu, les personnes qui s'échangent sur Facebook, c'est entre individus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création du commun sur Facebook même. Et d'ailleurs, vous appelez Facebook, comme Google, Amazon et Apple, les capitalistes nétarchiques. Pourquoi les capitalistes nétarchiques? D'accord. Alors, nétarchique, le mot veut dire l'hiérarchie des réseaux. Et donc, c'est pour montrer cette face cachée. Et ce qui est particulier, c'est quand on voit ces nouvelles entreprises, ils ont quelque chose de particulier. C'est-à-dire que Facebook ne produit pas de la communication. Google ne produit pas des documents. YouTube ne produit pas des vidéos. Airbnb ne construit pas des chambres d'hôtel. Uber ne construit pas des taxis. Donc ce sont des entreprises qui mettent en scène la coopération humaine et puis qui captent cette valeur. Et j'ai un ami qui s'appelle Éric Rossio, qui a inventé le mot que j'aime beaucoup, les capitalistes. Donc c'est-à-dire ils captent la coopération humaine. Et alors, ce qui ne va pas dans ce système, c'est que, on va prendre peut-être Facebook comme exemple. Si on voit la valeur utilitaire de Facebook, c'est très intéressant, d'une certaine façon. Merci Facebook, vous investissez pour que nous puissions gratuitement communiquer entre nous. Mais toute la valeur marchande est captée exclusivement par Facebook. Et là, on a un problème. Donc, on est dans une société où de plus en plus de gens contribuent, donc ce que Stiegler appelle une économie contributive, mais de moins en moins de cette valeur coopérative
revient aux créateurs, aux co-créateurs de cette valeur. Et là, on a un vrai problème. Donc, on a un problème d'une société qui n'arrive pas à avoir un bon rapport par rapport à cette coopération. Donc, elle va capter cette valeur, elle ne va pas redonner cette valeur, et donc on entre dans une ère de précarité. Ça veut dire, en gros, pour prolonger cet exemple, cette illustration avec Facebook, Facebook sans le contenu, bah, ça vaut zéro. Et le contenu, c'est pas Facebook qui le crée. Voilà. Donc c'est nous qui co-créons, nous en tant qu'utilisateurs, qui co-créons Facebook. Et pour cette co-création, on ne reçoit rien. Et ça, c'est foncièrement problématique. L'autre aspect problématique, c'est évidemment l'aspect contrôle. C'est que nous sommes manipulés d'une certaine façon, puisque tous ces algorithmes qui nous font faire des choses, qui nous donnent des suggestions, c'est pas nous qui contrôlons. On ne contrôle pas le design, on ne contrôle pas nos données privées, etc. etc. Donc oui, il y a un vrai problème de pouvoir aussi. Contrôle, mais trop vague finalement. Vous avez un parcours assez atypique. Vous avez démarré, vous avez travaillé avec des grands groupes, vous avez été consultant, et puis il y a eu un tournant, un virage. Alors ça correspond évidemment au virage de la bulle Internet aussi, mais ça a démarré un petit peu plus tôt. Comment vous avez rencontré cette notion que beaucoup appellent révolutionnaire, je ne sais même plus comment la qualifier, mais cette nouvelle notion en tout cas de pair à pair, de peer-to-peer? Mon premier choc positif, si vous vouliez, c'était déjà dans les années, je suis belge, 90-93. Je voyais pas. Et c'est quand j'ai découvert, en fait, même avant le web, les mailing lists. Et pour moi, le fait que des personnes pouvaient se connecter dans le monde entier pour travailler à des sujets en commun, je trouvais déjà à ce moment-là que c'était quelque chose qui allait changer le monde, qui était un peu comme l'imprimante au 15e, 16e siècle. Donc ça allait changer les rapports humains, ça allait changer les structures sociales, etc. Et puis évidemment, ça a pris un certain temps. J'ai eu un burn-out, ça aide, en 96-97. Et là, j'avais déjà décidé que j'allais quitter le monde commercial, mais je n'étais pas encore prêt, donc j'ai un peu préparé mon changement. J'ai pris 2 années sabbatiques entre 2002 et 2004, et là, j'ai vraiment étudié la question. Et j'ai surtout pris du temps pour lire et étudier les transitions du passé, c'est-à-dire la transition à la fin de l'ère romaine, donc du système romain vers le système féodal, et du système féodal vers le système capitaliste. Et je me suis demandé, tiens, comment est-ce que ça a changé? Quels sont les processus de base qui changent une société? Oui, donc en gros, tous les moments de métamorphose, d'évolution parfois un petit peu plus... Voilà, de saut qualitatif, donc vraiment d'un système à un autre système. Alors vous êtes le fondateur et le président de la P2P Foundation, la peer-to-peer fondation. Parce que moi, je suis français et j'ai un mauvais accent, donc je l'assume un petit peu. Il faut. C'est quoi son rôle de cette P2P fondation? Alors on a d'un côté les organisations, on a de l'autre côté les réseaux. Nous, on est un peu entre les deux. On est un réseau organisé, donc on n'est pas vraiment un mouvement ni une organisation dans le sens strict, mais on est un réseau. Et on est un réseau de chercheurs et d'activistes qui réfléchissent, qui observent cette transition de société et qui veulent aussi jouer un rôle actif dedans. Et donc, on a une plateforme qui est un wiki qui rassemble 20 000 articles sur ces sujets, qui ont été consultés 28 millions de fois. On a un blog, on a des mailing lists, on a des réseaux Twitter, Facebook, etc. Et donc, on veut surtout faire circuler l'information et la connaissance. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, et donc je suis très d'accord avec la personne qui m'a précédé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une explosion d'initiatives citoyennes et coopératives, mais il y a quand même un problème, c'est qu'elles sont fragmentées. Donc, pris individuellement, les gens sont encore assez pessimistes par rapport au futur, parce qu'ils ne voient pas qu'ils font partie d'un grand mouvement de fond, d'un grand mouvement de transition. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est de montrer les uns aux autres que vraiment il y a énormément de citoyens qui sont en train de changer le monde, justement. Donc c'est montrer un effet de masse pour montrer qu'on n'est pas tout seul, en gros. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et donc c'est une plateforme mondiale de bonne volonté, en gros. Ça repose sur la bonne volonté, mais il y a des projets concrets, comme notamment ce que vous avez mené, ce que vous êtes en train de mener en Équateur. On en parle beaucoup de l'Équateur. D'accord, oui. En fait, dans le cœur de la fondation, on s'est mis d'accord sur plus ou moins 3 axes stratégiques. La première, c'est la transition vers une société centrée autour des communs. La deuxième, c'est ce qu'on appelle, je vais vous expliquer peut-être après si ça vous intéresse, ce qu'on appelle le coopérativisme ouvert.
Et le troisième, c'est l'économie circulaire open source. Alors, dans le cadre de ce premier axe, on a fait un projet en Équateur entre janvier et juin de l'année passée, qui était la première fois qu'un État nous a demandé de faire vraiment un projet de transition systématique et intégré. Donc on s'est demandé de quoi aurait l'air une société, comment fonctionnerait une société si elle tournerait autour de différents communs. Donc un commun pour l'industrie, un commun pour l'agriculture, un commun civique pour la politique, un commun scientifique, etc. etc. Et j'ai noté donc le coopérativisme ouvert et après l'économie circulaire open source. Le coopérativisme ouvert. Alors, ce deuxième projet, c'est quelque chose de vraiment vital parce que quel est le problème aujourd'hui? Donc, on a de plus en plus des gens qui contribuent à des biens communs. Cependant, si je dois en vivre, j'ai un problème. C'est-à-dire que je ne peux pas être volontaire toute ma vie et contribuer sans jamais récolter quoi que ce soit. Voilà. Ouais. Et donc le problème, c'est que pour vivre, je suis encore obligé d'être soit un travailleur, soit un freelancer dans l'économie dominante. Nous, ce qu'on propose, c'est que les contributeurs au commun créent leur propre coopérative, mais on veut un changement. C'est-à-dire que même les vieilles coopératives travaillent que pour eux-mêmes. C'est-à-dire ils travaillent soit pour les consommateurs, quand ce sont des coopératives de consommation, soit pour les travailleurs. Et pas nécessairement pour le bien commun d'une façon plus ou moins directe. Donc on voudrait que dans les statuts de ces nouvelles coopératives soit inscrit un engagement de créer des biens communs. Alors ça peut soit se faire dans l'immatériel, par des licences ouvertes. Donc on est d'accord de créer automatiquement, par le fait même qu'on travaille dans n'importe quel domaine, des communs qui sont accessibles à tous, soit des communs physiques. Je vous donne un petit exemple. Donc, on a visité une coopérative d'habitat dans le sud de Quito pour les tout pauvres, donc c'est l'habitat social. Alors, une des conditions pour accéder à la coopérative, il faut un tout petit peu d'argent, il faut suivre des cours sur le coopérativisme, et le troisième critère, c'est 100 heures de travail par an. Alors, avec ces 100 heures, cette coopérative nettoie les canyons, il y en a tout plein à Quito, qui sont vraiment des poubelles en fait. Donc les gens ils jettent leurs ordures et donc ils nettoient ces ravins. Ils en font des parcs publics. Donc en fait un bien commun. Voilà. Juste pour vous donner une idée de ce que ça peut. Mais c'est inscrit dans les statuts même de cette coopérative. Donc pour avoir accès à l'habitat, il y a cet engagement personnel de co-créer dans le commun que l'on co-crée. Nicolas, sur le web, que se passe-t-il sur le hashtag RDVF, que se passe-t-il chez vous derrière votre petit écran? Eh bien, écoutez, vous êtes nombreux à réagir sur Twitter avec le hashtag RDVF, ainsi que sur le chat. Certains de vos propos, Michel Bohen, sont repris par les internautes. On sent bien que l'enjeu sociétal aiguise les curiosités et interroge. Une question parmi d'autres de Laurent sur le chat, qui demande quel rôle peut-on attendre de l'État dans la transition vers un modèle peer-to-peer. Et dans la continuité de cette question, sous un angle plus politique, Allnet, surtout sur Twitter, demande si on observe des comportements différents chez les gens de droite et chez les gens de gauche face à ces questions de peer-to-peer, ou si finalement droite et gauche ne veut plus dire grand-chose. Je vais d'abord répondre à la première. Attendez, là j'ai oublié déjà la première. Le rôle de l'État. Le rôle de l'État. Pourrait être le rôle de l'État. Alors, le type d'État qu'on a aujourd'hui, pour moi, c'est un État marché, c'est-à-dire un État qui promeut la sphère marchande et qui n'est pas très intéressé par le commun. Et historiquement, on peut dire que aussi bien le capitalisme que même son grand rival, les sociétés communistes, dites communistes, en fait, ont fait ce qu'on appelle les enclotures. Ils ont détruit les communs, soit pour les privatiser dans un cas, ou pour les étatiser. Alors, nous, on parle d'État partenaire. Ça veut dire quoi? C'est un partenaire, c'est un État qui facilite l'éclosion de la coopération humaine au niveau individuel et social. Peut-être vous donner un exemple pour que ça devienne concret. Donc à Bologne, il y a, je vais d'abord le dire en anglais, ça sonne bien, je trouve, The Bologna Regulation for the Care of the Urban Commons. Donc le règlement de Bologne pour les soins des communs urbains. Ça sonne un peu moins bien.
C'est bien en anglais. Mais il y a sûrement une meilleure traduction à faire. Donc c'est un règlement qui permet aux collectifs citoyens dans les quartiers de Bologne de faire des propositions d'amélioration de leur quartier. Donc il y a un processus d'évaluation et puis il y a une négociation entre la ville et ces collectifs citoyens. Comment est-ce que la ville peut les aider pour réaliser ces projets? Par des moyens financiers, par des infrastructures, etc. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est un renversement de la situation. Donc c'est les citoyens qui prennent l'initiative et c'est l'État, enfin dans ce cas la ville, qui soutient les citoyens. Donc c'est un peu ça, la vision d'un État partenaire. Et je crois qu'en France, il y a un très bon exemple qui est Brest, qui a pendant 15 ans avec Michel Briand fait plein d'initiatives pour stimuler justement la participation dans la ville. Ou peut-être même le nouveau maire de Grenoble. J'ai lu une interview dans l'Obs où il expliquait qu'en fait, le succès assez inattendu de cette coalition, c'était que pendant quand même des dizaines d'années, ils avaient travaillé pour faire éclore les initiatives citoyennes. Donc c'est un peu cette idée-là. Donc ce n'est pas un État qui produit pour des citoyens consommateurs, c'est un État qui stimule les citoyens à faire cela. Alors, je vais peut-être sauter sur la deuxième question parce qu'il y a un lien. Oui. Juste pour prolonger, mais oui, sur le rôle de l'État. La question portait sur le rôle de l'État. Et les illustrations que vous en avez données, c'est finalement l'État, mais local. La collectivité, la représentation peut-être de l'État, mais à un niveau local. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer... Si, on peut, mais il faudrait aussi renouveler les forces politiques et sociales pour ça. C'est-à-dire, par exemple, le projet qu'on a fait en Équateur, il a été très utile, mais en même temps, au niveau politique, il a été bloqué au niveau dans les institutions bureaucratiques de l'État équatorien. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va en sortir, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment entendu des bonnes nouvelles. Et je crois que c'est un peu prématuré, en fait, au niveau de l'État. Par contre, les villes, on voit que cette initiative à Bologne, on voit que Barcelone a un grand projet qui s'appelle Fab City. Donc, en 2050, il faut que la moitié de la production alimentaire et agricole, alimentaire et industrielle de la ville se fasse dans la ville ou juste autour de la ville. Ils vont investir dans 24 ateliers collaboratifs ou usines collaboratives. Il y a la ville de Séoul qui est une ville de partage. Donc il y a, au niveau des villes, il y a vraiment des changements. Il y a des possibilités. Voilà. Et c'est justement parce qu'il faut probablement d'abord commencer avec le local avant qu'on peut voir des exemples qui auront du succès au niveau national. Et alors droite et gauche? Mais voilà. Je donne un exemple parce que pour moi, ça joue encore la différence. Alors pour moi, gauche et droite, ça veut dire quoi? C'est autour de l'inclusion. C'est jusqu'où va la solidarité? À mon avis, en général, la droite, elle peut être solidaire, mais c'est surtout pour les siens. Et être à gauche, c'est essayer d'étendre cette solidarité. Bon. Donc c'est une polarité. Hein, et une polarité qui, à mon avis, va exister aussi longtemps qu'il y aura des inégalités dans la société. Mais qui peut prendre des formes différentes. Et dans une société qui est influencée et déterminée par le numérique, je crois que être de gauche et de droite, ça va changer, ce ne sera plus le même contenu qu'aujourd'hui. Ceci dit, on voit bien que, par exemple, quand la droite prend les idées pair à pair, comme c'est fait par exemple aux Pays-Bas avec le vocable de la société de la participation, ou en Angleterre où les conservateurs ont promu ce qu'on appelle la Big Society, on voit bien que là-dedans il y a le commun, il y a la communauté, il y a le pair à pair. Donc ces valeurs sont très présentes. Mais l'interprétation est la suivante. Vous pouvez vous débrouiller, donc l'état social, vous n'en avez plus besoin. À mon avis, il y a une alternative qui est non, on va vous soutenir activement. Alors ça ne veut pas dire un État grand ou un État petit, ça veut dire un État qui fait le nécessaire pour promouvoir cette collaboration citoyenne. Donc pour moi, l'enjeu est là et c'est un enjeu politique évidemment très important parce qu'on est dans une phase de conjoncture où l'état social est sous un assaut assez fort. Il y a une logique qu'on va sans doute aborder notamment avec le prochain rendez-vous, le nouveau rendez-vous de ce rendez-vous du futur. C'est une nouvelle séquence. C'est Nils Azosmanov qui est le président du Cube qui vient nous voir pour ce qu'on appelle l'hyperview. Jingle. Bonjour. Et je tiens, Michel, du coup, chaleureusement à vous remercier pour ce brillant coup de cœur au dépoté comme ça, c'est parfait. Nils, bonsoir. Bonsoir.
Alors Niels, vous êtes donc le président du Cube et nous lançons ce soir ce rendez-vous, l'Hyperview. C'est un rendez-vous les yeux dans les yeux, c'est un rendez-vous, c'est un dialogue. Et en fait, je parle, mais je ne sais même pas pourquoi je parle. Ce n'est plus à moi de parler pendant quelques instants. Je reviendrai juste parce que je suis le maître du temps. Bonsoir Michel Bowens. Moi j'ai trouvé votre livre absolument passionnant, je le recommande chaudement. Vous donnez une vision qui est extrêmement stimulante de la révolution peer-to-peer comme levier d'émancipation. Vous dites même qu'il y a une intentionnalité du peer-to-peer à faire le bien, comme s'il y avait une sorte de déterminisme dans le déploiement de cette technologie. Alors, on a évidemment envie d'y croire, mais la révolution industrielle du XXe siècle nous a montré qu'elle avait des magnifiques promesses, mais qu'elle nous a aussi conduits dans des horreurs et des tragédies. Ma question est, est-ce que vous pensez que la sagesse des foules sera suffisamment un garde-fou face à cette révolution globale, systémique, vous l'avez dit tout à l'heure, qui recompose complètement nos réalités? Alors, je vais peut-être faire un petit détour historique pour montrer le réalisme de cette transition. Donc, imaginez-vous, donc, après la réforme, l'imprimerie et tout ça, on a 3 siècles de guerre civile religieuse. Mais la psychologie dominante, c'est « je crois en Dieu, le vrai, le bon, j'ai raison, je suis bon, et vous vous croyez mal ou dans un mauvais Dieu et vous êtes mauvais. » C'est manichéen, quoi. Voilà, c'est très manichéen. Et la philosophie libérale a été une réponse à ça. C'est-à-dire, reconnaissons nos égoïsmes, mais si on libère nos égoïsmes, finalement, par le marché, le bien commun va automatiquement être créé. C'est ça l'idée du marché. C'est, je vais faire un échange avec vous, on va chacun y gagner, et comme par enchantement, la société va y gagner aussi. Donc ça, c'est l'idée de base. Je crois que l'idée de la gauche originale, c'était une idée que l'homme était bon, mais que le système était mauvais. Et donc, on va changer le système, et alors l'homme va pouvoir être bon. Et ça n'a pas marché. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, je vais donner un exemple. Wikipédia. On peut critiquer Wikipédia sous certains aspects, et je le fais aussi. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant sur Wikipédia. Pourquoi contribue-t-on à Wikipédia? Eh bien, il n'y a pas de pourquoi. C'est-à-dire il y a 1001 motivations différentes. Mais le système social de Wikipédia est fait en sorte que, indépendamment de la motivation de chacun, on crée du bien commun. C'est ça la révolution du peer-to-peer. C'est donc de créer un système social qui permet à chacun de contribuer ses meilleures qualités, ses meilleures capacités à un projet collectif, sans prétendre qu'on est bon, on est altruiste, ça n'a pas d'importance, mais que de quand même créer un bien commun en même temps. Alors, vous voyez la différence. Je vous titille un peu quand même sur cette question de la sagesse des foules, et donc qui serait sous-tendue par cette intentionnalité du peer-to-peer à faire le bien. Aujourd'hui, il y a quand même une acceptation sociale extrêmement forte. Par ailleurs, Wikipédia, oui, mais par ailleurs, il y a une acceptation sociale extrêmement forte de la big data, de la surveillance, la robotisation de tout un tas de choses, des manipulations génétiques et autres. Et là, les gens sont également très demandeurs de ça, et on voit que ça va très 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 vite, que ça avance très vite. Et ma question, donc je reviens quand même dessus, c'est est-ce que face à cette accélération, ce déferlement et tous les investissements, y compris qui vont aujourd'hui sur tout ce que je viens de dire et d'autres choses, et qui peuvent quand même conduire la société à un formatage, voire pire que ça, une forme de régulation automatisée, etc. Est-ce que la sagesse des foules, est-ce que vous pensez que ce projet de plateforme peer-to-peer peut, oui, contrebalancer cette force-là? Alors, donc ma croyance, si vous voulez, dans le pair à pair, c'est que ça crée un vrai mode de production, c'est-à-dire une nouvelle façon de créer de la valeur, où les individus contribuent à un bien commun. Donc la valeur est déposée dans ce bien commun. Autour de ce bien commun qui est en abondance, il y a un marché qui se crée et qui peut être un marché éthique. Donc c'est les coopératives ouvertes dont je parlais il y a un instant. Et un État régulateur dont l'État partenaire. D'accord. Et je crois que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les grands groupes capitalistes, ils comprennent la valeur de la coopération et donc ils investissent dedans. Mais je crois que le contrat social est vraiment vicié. C'est ça qui va faire avancer les choses. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, c'est vrai. Et ça vient de cet échange utilitaire. Donc on accepte Facebook parce que c'est gratuit.
on accepte la surveillance parce qu'il y a des avantages tout à fait pragmatiques pour chacun. Mais le contrat social plus profond de notre société, il est en train d'être délité. C'est-à-dire, à mon avis, si on est jeune aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reçoit comme message ? On va devoir payer de plus en plus pour pouvoir étudier. Avec ces diplômes, on a de moins en moins de chances d'avoir du travail. Acheter une maison et avoir une pension après, oubliez-le. Pour moi, c'est ça le vrai changement. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une société où il y a de plus en plus d'égalité et des problèmes climatiques et écologiques de plus en plus grands. Qui va se bloquer automatiquement. Et qui va se bloquer. Et donc, où est la sortie de la crise ? Et à mon avis, la sortie de la crise, c'est d'améliorer ce sous-système qui est déjà existant pour qu'il puisse remplacer le système qui est en délitement. Alors là, on rentre dans le darwinisme quasiment, justement. Est-ce que vous connaissez Olivier Aubert ? Ça vous dit quelque chose ? Oui, je le connais. Oui. C'est un artiste. C'est un ami d'ailleurs. Voilà, c'est un artiste français qui travaille actuellement en Belgique et qu'on connaît bien au Cube parce qu'il a notamment travaillé sur le générateur poétique qui analyse un petit peu justement les stratégies de foule, etc. Et je l'ai eu au téléphone ce week-end. Et donc, sachant que vous veniez, je lui en ai parlé, je lui ai proposé de vous poser une question. Alors moi aussi, j'ai mes résonances, Éloi, tu vois. Il n'y a pas que toi. Donc, je vous transmets... C'est les amis que viennent les pires questions, alors d'accord. Accrochez-vous, parce que moi-même, j'ai dû la relire 2 fois. Alors, voilà sa question. L'organisation peer-to-peer de la société est-elle une tendance naturelle au sens où cette organisation serait plus adaptée à la survie ? Elle serait donc amenée à être sélectionnée parmi d'autres qui le seraient moins. Je crois que là-dessus, vous avez déjà un peu répondu à la question. On va dire qu'a priori, c'est oui. Enfin, je ne veux pas parler pour vous, mais en tout cas, si tel était le cas, à votre avis, suivant quel mécanisme cette sélection opère-t-elle ? Quel est le rôle des individus dans un tel processus ? En sont-ils des agents, et c'est la question que je trouve intéressante, en sont-ils des agents conscients ou bien cela les dépasse-t-il ? Est-on, si je le dis à ma manière, est-ce qu'on est dans une forme de conscience collective qui émerge ou est-on dans un inconscient collectif qui se met en place ? Alors, je répondrai, on est dans un inconscient qui doit devenir conscient. D'accord. Donc moi, je crois que le pair à pair, c'est aussi un nouveau sujet de transition et de changement. Il ne faut pas oublier que les ouvriers, qui étaient d'abord des fermiers, qui étaient chassés de leurs terres à la fin du 19e siècle, du 18e siècle, donc dans les fameuses en clôture, donc il y a une masse de paysans qui viennent dans les villes, des vagabonds, ils sont misérables. Ils n'avaient pas une conscience. Ça a été créé par leur lutte, par les mouvements socialistes, etc., qui ont émergé pour répondre à ces problèmes. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Donc ça part d'un inconscient, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on est un jeune précaire, mais qu'est-ce qu'on fait ? On est en réseau, donc on crée des communs. C'est tout à fait naturel, mais ça ne veut pas dire qu'on a une conscience aiguë de ce qu'on est en train de faire. Et là, je crois que donc moi, je vois un peu la Fondation Peer-to-Peer comme un intellectuel collectif, si vous voulez, oui. Parce qu'on n'est plus dans le temps des Gramsci et tout, hein, où un individu pouvait tout étudier. On n'a plus le temps. Aujourd'hui, on est tellement sollicité. Donc, on doit faire ça collectivement. Et je crois que des forces de ce type-là œuvrent pour rendre conscient ces transitions. Et alors, le grand changement, c'est le passage à échelle, parce que le pair à pair, ça a toujours existé. Mais ça a existé en petits comités, absolument, avec des groupes de moins de 150 personnes. Aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, c'est de mettre cette logique à une échelle globale. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que l'équipe moyenne de Linux, c'est 4 personnes. L'équipe moyenne de Wikipédia, c'est 1 personne. Et on est quand même capable de créer ces grands objets sociaux d'une utilité sociale au niveau planétaire. C'est ça qui est intéressant. Alors, c'était des questions un peu philosophiques. Je vais revenir à des choses plus concrètes. Alors, vous dites 2 choses dans votre livre qui paraissent incroyables. Page 19, vous dites « Les marchés financiers, souvent régis par les algorithmes mathématiques sur lesquels personne n'a de prise, ont un impact plus important que les gouvernements sur notre vie. » Vous dites également « Nos parlements votent des lois qui rendent illégaux la collaboration et le partage. » Et puis, page 159, vous dites « Dans certains États des États-Unis, il est interdit de récupérer l'eau de pluie, de cultiver des légumes dans son jardin, de mettre du linge à sécher dehors au soleil, de partager sa voiture sans les assurances nécessaires, etc. etc. » C'est terriblement inquiétant, ce que vous nous dites là. Alors, est-ce que vous pouvez juste reprendre les 2 points ? Le premier, donc, les marchés financiers, régis donc, par des robots et des algorithmes, et d'autre part, ces lois liberticides qu'on peut voir. Mais je crois que la Grèce est un bon exemple pour voir comment ça marche. On a un parti
dits de gauche radicale qui gagnent les élections avec un mandat très clair. Et on voit bien que tout de suite, ils sont mis le dos au mur. Alors, est-ce qu'ils font bien de chercher le compromis? J'en sais rien. Mais on voit bien le peu de liberté qu'a le peuple grec de changer la situation. On voit bien que face au pouvoir financier, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Je crois que la perte de politique dont on a discuté dans la première demi-heure, c'est aussi ça. On peut voter comme on veut et il y a très peu de choses qui changent. Donc c'est ça la crise aujourd'hui, la perte de croyance en démocratie, c'est bien ça. Mais j'ai oublié votre deuxième question là. C'était sur les lois liberticides, Oui. par exemple aux États-Unis, mais sans doute ailleurs. Oui. Alors il y a des groupes très intéressants. Par exemple, ces informations, je les ai de Janelle Orsi, qui est de Sustainable Economics Law Center aux États-Unis, qui est spécialisé dans la loi du partage. Et en France, il y a un groupe qui s'appelle ShareLex qui fait pareil. Et ils ont une vue intéressante. Donc ils disent, en fait, c'est vrai, en France aussi, il y a beaucoup de ce genre de lois. Mais souvent, on trouve des solutions pragmatiques. Donc, il n'est pas toujours besoin de changer les lois. On peut aussi la réinterpréter. Donc, on fait un peu ce que, justement, font les riches, c'est-à-dire chercher des loopholes, comme on dit en anglais, pour faire quand même ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire partager. Alors, vous dites que ce qui a révolutionné la productivité humaine, c'est l'invention de la contrainte. On est passé de la dette de vie, l'esclavagisme, à la dette de protection avec la féodalité. Ma question, c'est aujourd'hui, avec la plateformisation massive des activités humaines, est-ce qu'on ne crée pas une nouvelle dette qui serait une dette d'accès à la gratuité du nouveau monde? C'est vrai, je crois que c'est très bien trouvé et dit, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que donc, dans l'esclavage, il y a un pays qui gagne, et donc, dans la bonté de mon cœur, je vais vous laisser en vie, vous pouvez travailler et vivre, parce que j'aurais pu vous tuer. Dans ces plateformes, il n'y a rien. On ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre du digital. Donc, c'est un contrat social qui est vicié parce que oui, on peut utiliser ces plateformes et donc on devient dépendant de ces plateformes, mais ils ne donnent rien de matériel. Si demain, donc Google... là, on est dans le cœur du problème que le capitalisme n'est pas capable de vraiment intégrer le pair à pair d'une façon raisonnable. Si demain, Google vient vous dire moi, je finance l'infrastructure qui va vous permettre d'avoir de l'électricité gratuitement, et puis je me payerai sur des services que je mettrai autour. Vous direz pas non, mais d'une certaine manière, vous serez lié à vie à cette... C'est ça, voilà. Mais Google, ce que fait pas Google, c'est nous donner à manger et bâtir nos maisons, etc. Donc c'est là le problème. Google, elle peut très bien nous donner la documentation gratuite, enfin, en fait, notre documentation qui nous est représentée. Mais vous voyez bien que toutes ces sociétés, qu'est-ce qu'elles font? Airbnb n'investit pas dans l'immobilier. Uber n'investit pas dans le transport. Oui. Donc c'est ça qui est très dangereux dans ce système. Donc au niveau de l'utilité sociale, ça paraît un bon contrat social. Je reçois des services gratuitement et donc je suis d'accord de me laisser surveiller et contrôler. Mais au niveau de la survie, là il y a un problème qui n'est pas solutionné. Donc ce que vous dites ne peut pas fonctionner. J'ai encore 2 questions. Encore 2, voire 3 questions. Alors, énorme. Question un peu plus exotique. Vous comparez dans votre ouvrage la dynamique du peer-to-peer au free jazz. J'ai beaucoup aimé l'allusion, où chacun est libre d'apporter son jeu donc librement au sein du collectif et de co-construire donc ce qui se passe à sa manière. Alors mais il s'avère que le free jazz, ça a été une période extrêmement prometteuse dans l'histoire du jazz, mais qui a vécu, c'est-à-dire que ça n'a pas duré finalement très longtemps, une vingtaine, trentaine d'années. Et il y a un très bon musicien de jazz, un pianiste qui s'appelle Michel Graillet, qui avait bien résumé la situation. Il disait, le problème, c'est que sans grille, on ne peut pas s'évader. La grille de jazz, vous savez. Et en fait, c'est un peu ça le problème du free jazz. C'est qu'à un moment donné, ça pose donc la question de la régulation. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette question-là? Oui, alors, pour peut-être bien expliquer, l'analogie du free jazz, c'est au niveau de l'hierarchie, en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire de montrer que dans un groupe de une pratique de free jazz, il n'y a pas un leader, il y en a plusieurs. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Absolument. Parce qu'on dit souvent leaderless en anglais, donc d'organisation sans leader.
mais il faudrait dire leaderful, c'est-à-dire une organisation qui est capable de générer beaucoup de leaders contextuels Oui. selon le contexte. Mais je crois que la grille est très importante, donc c'est Voilà. un autre problème. C'est la question. Mais je crois que toute la valeur d'Ostrom, Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie pour ça, c'est de montrer que les communs, ce n'était pas du tout sans grille, qu'en fait, il y avait des règles de gouvernance bien spécifiques qui géraient les communs, et sinon c'était du open access, et l'open access, ça ne durait pas, ils s'auto-détruisaient. Mais les communs, ils ont existé pendant des millions d'années. Mais c'est exactement ça. Mais tout à l'heure, vous parliez des patterns qui vont se déployer et qui vont finir par créer un système intégré ou en tout cas connecté. C'est précisément la question là qui est en jeu. C'est-à-dire que comment, au bout du bout, enfin, qui va créer la grille? Comment va se créer tout simplement la grille qui va être la grille méta un peu en dessus et qui va harmoniser tout ça, quoi. Oui, alors, donc, au niveau des communautés productives, donc qui créent de la valeur en commun, c'est ces communautés-là qui créent leur propre grille. Oui. Donc ça, c'est important. Ceci dit, pour moi, il faut du collectif. Alors, au niveau politique, je vais résumer ça comme ça. Donc, il y a l'absolutisme de l'État, c'est le fascisme. L'absolutisme du marché, c'est le néolibéralisme, voire l'anarcho-capitalisme. Mais il y a aussi un absolutisme du commun, qu'on pourrait appeler le communisme, qui est de penser que tout peut être pair à pair. Et donc, j'y crois pas, parce que je crois que même les communs peuvent être égoïstes. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait du Linux, il veut faire du logiciel libre, mais il ne va pas nécessairement se préoccuper qu'il n'y a pas de femmes dans Linux. Parce que ce sont quand même des communautés qui sont très dominées par l'élément masculin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de société qui ne peuvent pas être solutionnés par des communs particuliers. Donc, il faut du collectif. Et donc, c'est pour ça que je parle de l'État partenaire, parce que donc, je crois qu'on doit changer la société civile, qui devient productive, qui crée du commun. Et à quelle échelle cet État pour vous? À toutes les échelles, jusqu'au niveau global. Est-ce que l'État-nation, par exemple, il a encore une raison d'être aujourd'hui dans la mondialisation? Parce que vous parliez de local tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas dans un local global? Mais voilà. Alors moi, je crois que l'État partenaire, il peut fonctionner aussi au niveau national, justement pour éviter un effritement et une fragmentation de la société. Donc, je crois que je ne crois pas qu'il va nécessairement disparaître rapidement. Et on peut voir quand même ce qui se passe. On est très eurocentrique. Hein. Donc, par exemple, on dit les médias sont en crise. Mais en Asie, en Amérique latine, les journaux, ils augmentent. On dit l'État est en déclin. Mais en Amérique latine, par exemple en Équateur, ils ont augmenté de 4 fois le budget de l'État et le nombre de fonctionnaires. Dans toute l'Amérique latine, l'État a une croissance pendant 10 ans. Donc, je ne crois pas. On ne peut pas tout prédire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État est en déclin aussi bien par le bas que par le haut. Mais à mon avis, une politique intelligente d'État partenaire pourrait donner une nouvelle vie à une nouvelle forme d'État. Alors revenons justement Une dernière question, Niels. à la France. Vous dites que... Alors moi, je terminais avec cette question-là parce que vous avez vraiment une vision optimiste qui est très porteuse. Vous dites que l'optimisme de la volonté constitue une décision stratégique. J'adore cette phrase. Alors Joël de René, qui est parrain des Rendez-vous du futur, dit que pour comprendre le futur, il faut l'aimer. Ça résonne bien. Vincent Cespedes, je cite quelques invités du plateau, qui étaient à votre place, prônaient le méta-vouloir, le vouloir pour sortir de la crise. Bref, ce que chacun dit en creux, c'est que peut-être quelque part, ici, on a un petit manque d'optimisme, de vision, voire de courage peut-être. Est-ce qu'on est une société un peu ici, un peu dépressive, pour reprendre la formule de Jean-Michel Beignet, qui était également ici, le philosophe? Est-ce qu'on est inapte au bonheur et à la frugalité heureuse? Oui, c'est vrai qu'en France, je viens de vivre un mois à Cassis avant de venir ici. Et c'est vrai qu'on sent ce malaise psychologique très fort. Ça va être pour l'interview, ça, tout à l'heure. C'est un paradoxe parce qu'ici, donc, on a quand même mieux protégé l'État social, mais en même temps, au niveau psychologique, il y a vraiment un pessimisme qui s'est installé. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la France, mais il me semble que plus que dans d'autres pays, il y a un gouffre entre l'élite et les peuples. Donc, moi, je trouve qu'en France, il y a énormément d'initiatives positives. Il y a énormément de jeunes qui sont en train de faire des pratiques pair à pair partout. Mais on ne sent pas que ça perce vraiment dans la conscience des couches dirigeantes. Et donc c'est peut-être le système jacobin, c'est peut-être la mentalité jacobine qui, comme a dit la personne avant moi, crée un peu cette mentalité, on a voté, j'ai payé,
Et donc, c'est à eux Donc ça, c'est un vrai problème, je crois, psychologique. Le pair à pair, c'est l'autonomie. Hein. C'est l'autonomie individuelle, c'est l'autonomie sociale. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'État, pour moi en tout cas, mais ça veut dire que tout part de cette autonomie sociale et personnelle. Mais ce n'est pas libertarien dans la démarche. Non, pas chez moi, non. Ouais. Okay. Messieurs, merci beaucoup cette hyperview. Et nous avons rendez-vous maintenant dans une autre séquence. Ce sera l'intraview, mais juste avant, un petit détour par le web. Nicolas, comment ça se passe sur les réseaux, sur Twitter, sur le hashtag ? Bien écoutez, beaucoup de réactions. Je crois qu'en vous écoutant, on a tous envie d'infléchir nos pratiques pour entrer dans ce nouveau monde dont vous nous parlez. On observe beaucoup d'initiatives en local, quelques écosystèmes globaux qui naissent également. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des alternatives aux GAFA qui proposent des modèles redistributifs ? Oui, alors là, c'est plutôt un projet qu'une réalité. Donc la Fondation Peer-to-Peer travaille en alliance stratégique avec la Coopérative intégrale de Catalogne, un projet qui s'appelle Faircoop. Et alors le but, c'est quoi ? C'est de créer un écosystème de commerce équitable avec des coopératives ouvertes, que j'expliquais un peu avant, et en utilisant notre propre monnaie cryptographique qui s'appelle Faircoin. Donc on a une critique de Bitcoin qui est une monnaie prédatrice, parce qu'il y a une rente extractive dans Bitcoin. Donc elle est utile pour certaines choses, mais elle ne peut pas vraiment marcher pour des projets d'économie équitable. Donc on va utiliser une autre monnaie qui existe déjà, qui s'appelle Faircoin. Donc, alors, pour moi, l'idée est là. Donc aujourd'hui, on a 3 grandes réponses fragmentaires par rapport à la crise du système dominant. 1, la durabilité. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une production plus durable ? 2, la solidarité, l'économie solidaire, l'économie coopérative. 3, le partage, les systèmes ouverts. Mais il n'y a pas de pont entre ces 3 mouvements. C'est-à-dire il faut des coopérativismes ouverts, c'est-à-dire le monde de l'économie solidaire avec les pratiques de partage et d'ouverture. Et il faut l'économie circulaire open source, qui est le pont entre le partage et la durabilité. Et en fait, il faut éventuellement les 3. Donc il faut faire écosystème. Et ça manque. Mais il y a par exemple un projet que j'aime beaucoup en France, qui est à Lille, encommun.org, qui est un projet de la coroutine et Mutualab. Je fais un peu leur publicité ici. Qui commence d'abord à cartographier tous les projets qui créent du bien commun à Lille, leur bien commun physique, leur bien commun immatériel, mais aussi les chaînes de valeur qui sont en train d'être créées. J'ai vu des projets similaires à Madison, Wisconsin, ça s'appelle Mutual Aid Network, de Solidarity NYC à New York. Donc on voit aujourd'hui un début d'une pensée, d'une pratique écosystémique. Et c'est là qu'il faut venir. Parce que les réponses fragmentaires, elles existent déjà. Mais les gens ne se regardent pas assez. Il faut que les gens se regardent plus. Et ce n'est pas Marianne Mario, notre psychologue maison, qui va démentir cette petite phrase, ce petit mot. C'est la séquence intraview. On se voit tout de suite. Marianne, bonsoir Marianne. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Je vous présente Michel Bowens. Il est tout à vous pendant quelques minutes pour cette fameuse intraview, le nouveau rendez-vous des rendez-vous du futur. Oui, une intraview, Michel, pour vous connaître mieux. Avec une petite règle du jeu, des réponses courtes, des questions courtes aussi. Et la première, okay. Quelles seraient pour vous les valeurs cardinales du monde de demain ? Je dirais la solidarité, la fraternité. 2 de plus, cardinal, il nous faut une boussole. Non, mais je crois que le grand manque, c'est ça. C'est-à-dire que quand on pense à la Révolution française, égalité, mon cerveau est fatigué là. Vous allez le dire pour moi. Liberté, égalité, fraternité. Je crois que la 3e a été oubliée. Et donc, je crois que le pair à pair, c'est ça. Alors, le pair à pair, c'est pas un retour au collectivisme, c'est pas un retour au collectif, c'est du relationnel. On est devenu fragmenté, et le peer-to-peer nous donne l'opportunité de contribuer nos fragments à des projets collectifs et à y trouver une identité, une reconnaissance de nos pairs. Alors, question inspiration maintenant. Quelle personnalité, selon vous, mériterait d'être célébrée pour son investissement dans un projet de bien commun à l'heure actuelle ?
Ben, je pense à mon ami Henrik Durand, qui est un fugitif d'ailleurs. Je crois que les fugitifs, ceux qui ont été en prison comme Bernard Stiegler, sont des gens intéressants. Henrik Durand, comme vous savez peut-être, il a volé $1 demi-million, je crois, aux banques espagnoles, qui en ont volé des milliards en fait. Et donc il a dit, je vais un peu reprendre, c'est un acte de désobéissance civile, mais pas pour lui, mais pour le donner à des centres sociaux et des projets coopératifs en Espagne. Et donc il a réussi à créer, comme fugitif, une coopérative de 5000 personnes qui pratiquent le coopérativisme ouvert. Alors, question traversée du désert maintenant. Jacques Brel, un de vos compatriotes, disait Oui. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire des choses. Quand nos envies tombent en panne, s'effondrent, vous parliez de votre burn-out en 96-97. Comment faites-vous pour relancer votre essor créatif ? Alors William James, vous devez le connaître, qui a écrit un livre formidable, Varieties of Religious Experience, donc les variétés de l'expérience religieuse. Il croyait qu'il y avait 2 types de personnes, ceux qui sont nés une fois et ceux qui sont nés 2 fois. Alors ceux qui sont nés 2 fois, ils ont une bonne naissance, une bonne famille, ils sont plus ou moins heureux, mais ils ne vont pas secouer le cocotier. D'autres personnes comme moi sont mal nées, ils se demandent, mais c'est quand même pas possible que le monde est fait comme ça, il y a une erreur dans la programmation. Mais il faut vraiment un choc, et pour moi le burn-out c'était mon choc. Donc pour moi le père à père, c'est une décision qui est tombée au moment de mon plus grand désespoir. Et c'est là qu'on décide, parce que vous savez, dans le New Age, on croit toujours qu'il y a des signes partout et le monde a du sens. Mais non, le sens, c'est nous qui donnons le sens. Et donc c'est ça, cette décision d'être positif, c'est vraiment une décision. Alors moi, je ne sais pas comment il faut la mettre en œuvre pour des autres. Mais une fois qu'on a décidé qu'on a un engagement profond, la force, elle vient. Et le secret, c'est ça, c'est la persistance. Donc je suis d'accord avec Jacques Brel. Moi, il y a plein de gens qui ont commencé en même temps que moi, et je ne sais pas où ils sont. Ils ont disparu, ils ont abandonné. Et moi, j'ai simplement continué, c'est tout. Oui, justement, j'avais une petite question création. Et Fernando Pessoa disait comme ça, la littérature, c'est l'aveu que la vie ne suffit pas. Qu'est-ce qui, pour vous, est l'aveu que la vie ne suffit pas ? Quand on vous lit, on sent la prégnance de ce rêve d'universalité, mais est-ce qu'il y a des créations non réalisées, peut-être plus personnelles, qui vous font rêver, ou carrément une spiritualité, pourquoi pas ? Non, moi je suis plutôt WYSIWYG, comme on dit en anglais, what you see is what you get. Donc c'est vrai que pour moi ma spiritualité c'est mon engagement aujourd'hui. Donc j'ai essayé plein de choses, je ne vais pas détailler ici. Je ne sais pas si je le mentionne dans mon livre, mais en tout cas j'ai fait plein de choses. Mais pour moi c'est ça aujourd'hui. Et alors j'ai la chance de vivre dans une famille en Thaïlande, une famille étendue, donc avec ma femme et ses frères et ses sœurs et les cousins et les cousines. J'ai 4 enfants. Donc moi, je baigne dans une sorte de relationnel physique là-bas. Et puis, le virtuel, pour moi, c'est un pendant. Et je crois qu'il y a 2 grandes motivations pour changer le monde. Il y a ce que Spinoza appelait les passions tristes. Et moi, j'étais comme ça quand j'avais 20 ans. Donc, c'est le désespoir, c'est la haine. On veut changer le monde parce qu'on croit qu'il est mauvais. Et puis, il y a une autre motivation, je crois, qui est un peu plus saine. C'est quand on a un surplus et qu'on a envie de partager. On dit, bon, ben, ça marche pour moi, pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher pour tout le monde ? Et je crois que là, j'espère qu'on fait moins de dégâts. Est-ce que justement, vous avez des peurs ? À l'heure actuelle, on en a cité quelques-unes au long de l'émission, mais d'autres telles que le datapanoptisme, la surveillance numérique, l'horizontalisme absolu qui cache parfois un anarcho-libéralisme, ou la servitude volontaire, ou le syndrome de fatigue informationnelle qui aplatit la responsabilité. Quelle serait votre plus grande crainte, vous, aujourd'hui ? Non, moi, la crainte, c'est vraiment, je dirais plutôt, la fin écologique de la Terre. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de détruire la planète, donc que nos enfants et nos petits-enfants peuvent encore être là, en fait. Donc, moi, je crois que les 2 choses se passent en même temps. Donc, les choses vont de plus en plus mal, mais aussi de plus en plus de gens qui réagissent. Et quand on regarde uniquement les choses qui vont de plus en plus mal, on perd espoir. Donc il y a des moments où il faut vraiment regarder l'autre côté. Il faut dire, voilà, il y a plein de gens qui sont en train de recréer un mode de production qui ne détruit pas la Terre, qui est solidaire. Comment est-ce qu'on peut agrandir cette sphère-là ?
Et il faut choisir ses batailles. Quand on a un adversaire qui est trop fort, ben, ça ne sert à rien de le provoquer. Il y a toujours une porte qui est ouverte, qui ne regarde pas. Et il faut travailler de plus en plus, créer comme ça ces maillages. Et un jour, on sera assez fort pour changer tout le système. Et en attendant, on est patient et donc il faut ça hâter lentement, comme on dit. Alors, Marianne, une toute dernière question. Ouais, j'en ai 2 dernières, mais très courtes. Toute Question société du partage. Qu'est-ce que vous ne seriez pas prêt à partager vous-même? Ma femme. C'est dit. C'est marrant, tout le monde nous répond ça. Et puis, juste J'ai pour vécu dans terminer, une commune, ça se pratiquait différemment. Et... Ah ben on peut prendre un peu plus de temps. Donc pour moi, been there, done that, je suis très heureux maintenant dans ma monogamie. et juste pour nous quitter maintenant, quelle devise, quel dicton, quelle devise vous porte et qui pourrait nous donner courage et nous donner persistance, persévérance, acharnement, enthousiasme? Eh ben, moi, je dirais à tout le monde, et surtout aux jeunes, c'est-à-dire qu'il faut trouver 3 choses. Sa passion, son expertise, donc qu'est-ce qu'on peut apporter à cette passion, et un besoin social. Si on a les 3, on a une vie heureuse parce qu'on est passionné de ce qu'on fait, et on peut en vivre parce qu'il y a un besoin social, donc les gens sont prêts à vous soutenir d'une façon ou d'une autre, d'une façon économique. Donc il faut vraiment que les 3 choses soient là en même temps, et c'est donné à chacun. Chacun est bon dans quelque chose. Et on a un système social qui permet à chacun de contribuer son meilleur. Merci. Merci beaucoup Marianne. Chacun est bon dans quelque chose. J'ai envie de finir cette émission sur ce joli mot de la fin. Merci beaucoup Michel Bowens. Merci de nous d'avoir participé à cette 30e émission des Rendez-vous du Futur. Cette émission est maintenant terminée. Merci à toute l'équipe du Rendez-vous du Futur, à ses coproducteurs, Le Cube, l'agence Triple C, la JD Carré, à notre partenaire, le Digital Society Forum d'Orange, et à un air de chat pour son soutien technique. Vous retrouverez cette émission très vite en vidéo et en podcast sur lesrendezvousdufutur.com. Suivez notre actualité sur Twitter avec le hashtag LeFirst ou le hashtag RDVF. 4 rendez-vous à bien noter avant de se quitter. Le 5 mai au NUMA à Paris pour un atelier du Digital Society Forum sur le thème de la vie privée. Plus d'informations sur le site du Digital Society Forum. Le 12 mai, ici même au Cube, pour l'émission qui lancera la nouvelle revue du Cube sur les initiatives positives. Le 26 mai, pour une nouvelle soirée des Rendez-vous du Futur. Une soirée surprise. Et le 3 juin, enfin, pour le Forum Changer d'air à la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est la 3e année du Forum Changer d'air et c'est la 3e fois que le Rendez-vous du Futur et le Cube, nous sommes partenaires. Et nous sommes très heureux d'être partenaires du Forum Changer d'air. À très bientôt, à tout de suite sur les internets, bien sûr.